Encore un nouveau braquage armé à Kinshasa. Agents et clients de la Robank ont été pris en otage à la place Victoire ce jeudi. Des criminels ont tenté de braquer cette agence, mais ils ont échoué à leur mission grâce à une offensive militaire et policière. La validation de la deuxième revue du programme avec le FMI prévue en novembre 2025 pourrait débloquer 220 millions de dollars d'appui budgétaire en plus des décaissements pour la balance des paiements. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, est en pleine négociation. Donald Trump relance la tension avec Caracas. Le président américain a reconnu avoir autorisé la CIA à mener des opérations secrètes contre les Vénézuéliens accusés de favoriser les trafics de drogue. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour vous informer. Ouvrons ce journal avec l'insécurité à Kinshasa. La ville devient de plus en plus l'épicentre de groupes criminels. Des criminels viennent de nouveau débraquer la Robank Victoire ce jeudi, mais ils ont été pris au piège. La police et l'armée se sont mobilisés aux alentours de la banque pour empêcher les criminels de quitter les lieux avec leur butin. Des échanges de tirs continuent de retentir, plongeant le lieu dans une panique totale. Coincés, les assaillants enchaînent les tirs, des sommations dans l'espoir de pousser les forces de l'ordre à se retirer en vain. Des véhicules blindés et des renforts continuent d'affluer sur la place Victoire sous les regards passifs de nombreux curieux, partagés avec entre la peur et la satisfaction de voir les braqueurs pris dans les taux de la police. La rédaction des Télé 50 a réfléchi face à une montée inquiétante des cas de braquage tant dans les quartiers populaires que dans les zones UP. Cette situation qui sème la peur et l'insécurité parmi la population soulève de nombreuses interrogations sur ses causes profondes et les failles du système sécuritaire. Commentaire de Jean-David Kilolo. Le braquage à main armée se multiplie, touchant les domiciles, les commerces, les taximens et parfois même les institutions financières. Plusieurs témoignages font état de groupes bien organisés, opérant souvent de nuit, mais aussi de plus en plus en plein jour. Sans crainte de la présence policière, ce phénomène est le reflet d'un malaise social et sécuritaire plus large. Parmi les causes principales, la pauvreté et le chômage figurent en tête des listes. Dans une ville où le coût de la vie ne cesse d'augmenter et où les opportunités d'emploi restent limitées, beaucoup de jeunes désœuvrés basculent dans la criminalité comme moyen de survivre. À cela s'ajoute le relâchement des contrôles policiers et la corruption au sein de certains services de sécurité qui fragilisent la lutte contre la criminalité urbaine. Il n'est pas rare d'entendre des rumeurs selon lesquelles certains braqueurs bénéficieraient de complicités au sein même des forces de l'ordre. Sous le plan social, le désespoir et la perte des valeurs morales alimentent également cette dérive. L'appât du gain facile, encouragé par la précarité et l'absence de perspectives d'avenir, pousse certains individus à s'adonner à des actes criminels sans scrupules. D'autres encore justifient leurs actions par la nécessité de se débrouiller dans une société où la réussite semble réservée à une minorité. Face à cette insécurité grandissante, les autorités sont appelées à renforcer la présence policière, à améliorer la gouvernance sécuritaire et à lutter efficacement contre l'impunité. Il est efficacement essentiel de promouvoir des politiques sociales et économiques inclusives, capables d'offrir des alternatives crédibles aux jeunes vulnérables. La sécurité ne peut être durable sans justice sociale et sans confiance entre la population et les institutions de l'État. En somme, la multiplication des cas de braquage à Kinshasa n'est pas un simple fait divers, mais les symptômes d'un malaise profond au sein de la société. Y remédier exige une approche globale, alliant répression ferme des criminels et politique de prévention axée sur l'emploi, l'éducation et la moralisation de la vie publique. À ces sujets, justement, nos reporters, dont Jean-Marie Kazambou et Christopher Otiokoum, sont descendus sur place pour faire un état des lieux de la situation. On écoute à ces sujets Jean-Marie Kazambou, journaliste reporter.
Ici, les ronds-points Victoire, la population s'est réveillée au commencement de la journée avec tourmente. Qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe de criminels ont ciblé la banque appelée Bank, l'une des banques qui servent leurs clients aux environs de Victoire. Et depuis le matin, c'était la panique. Mais leur présence n'a pas surpris les services de sécurité. Le premier à intervenir, c'était le task force des FARDC qui circulent à tout moment dans la ville de Kinshasa à la recherche des criminels et des personnes malveillantes. Ils sont venus en appui de la police, comme vous avez vu les commandants de la ville de Kinshasa, Israël Kantou, qui n'a pas tardé à faire la descente. Ici, il était question de patrouiller, checker, fouiller ces criminels jusqu'à leur dernier retranchement. Ici, après plusieurs échanges de coups de feu, une bonne partie d'entre eux a été maîtrisée par les éléments de la police et les forces de sécurité qui continuent à checker chambre après chambre, salle après salle pour identifier tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de la banque afin de savoir qui est suspect et qui est le véritable client de la banque. Après, c'est la suite des opérations. Il y a eu mort d'homme, il y a eu perte en vies humaines, il y a eu les dégâts collatéraux. Là, on ne sait pas, c'est après les opérations qu'on saura exactement combien ont été tués ou bien si tous ont été arrêtés vivants. Alors, pour l'instant, la police continue le travail et ainsi que d'autres services de sécurité. C'est juste après qu'on saura exactement s'ils étaient au nombre de combien. Mais ce qui inquiète la population quinoise, c'est ces phénomènes qui ne cessent d'accroître dans la ville de Kinshasa parce que ce n'est pas la première fois. Sur Rond-Point-Willery, il vous souviendrez encore, un bureau d'échange a été cible d'attaque de mêmes criminels. On se pose aussi la question, est-ce que ce sont les mêmes criminels ou encore ce sont des nouvelles personnes? Mais qu'à cela ne tienne, la police ainsi que les services de sécurité lancent un message fort à toute la population quinoise de continuer à collaborer avec la police ainsi que d'autres services de sécurité, dénoncer et dénicher toute personne criminelle car la sécurité c'est une affaire de tous. Et revenons sur cet élément de la rentrée judiciaire. Hier, à l'Assemblée nationale, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à cette cérémonie, occasion pour Firmin Vondé de plaider contre l'enrichissement illicite en République démocratique du Congo. Dans son allocution, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, a prononcé un discours centré sur la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics et les crimes économiques. Il a insisté sur la nécessité urgente de créer les parquets financiers spécialisés, capables de traiter efficacement les dossiers relatifs à la criminalité économique et financière qui gangrènent les institutions du pays. Cette infraction n'existe pas. On voit de belles voitures circuler dans la rue, on voit beaucoup de détenus mixés comme des tomates, on voit des gens qui se montrent une certaine valeur, et comparativement à leur revenu, on se demande d'où ils tirent leur bruit. Il est question de réfléchir, savoir s'il y a des gens qui cachent leur source de revenus, ce n'est pas donner l'argent au fils, ou s'il y a des gens qui ont ces revenus-là par des voies détournées qui sont innocents. Nous avons lancé l'option que l'État puisse prendre dessus l'option de pouvoir investiguer sur toutes les acquisitions qui sont en adéquation avec les moyens que l'on a légitimement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué cette proposition et a réaffirmé dans son intervention sa détermination à faire de la justice le socle de la bonne gouvernance. Il a encouragé les acteurs judiciaires à poursuivre leurs efforts dans la moralisation de la vie publique et à mettre fin à l'impunité qui affaiblit l'état de droit. De son côté, le premier président de la Cour de cassation a rappelé les progrès réalisés au sein de l'appareil judiciaire, tout en reconnaissant les défis persistants liés à l'indépendance de la justice, au manque de moyens et à la surcharge des juridictions. La rentrée judiciaire 2025-2026 à la Cour de cassation s'est ainsi placée sous les signes du renforcement de la justice financière, de la responsabilité institutionnelle et de la lutte contre la corruption, des thèmes au cœur de la vision du chef de l'État pour une gouvernance plus transparente,
et équitable. Je le disais au sommaire, la validation de la deuxième revue du programme avec les FMI prévue en novembre 2025 pourrait débloquer des 120 millions de dollars d'appui budgétaire en plus du décaissement pour la balance des paiements. Le ministre des Finances Doudou Fouamba Likunde mène actuellement les négociations lors des assemblées annuelles 2025 du FMI et de la Banque mondiale à Washington. En marge des assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale à Washington, le ministre des Finances Doudou Fouamba Likunde Libotaï a conduit une séance de travail avec l'équipe du FMI en charge du dossier de la République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur la préparation de la deuxième revue du programme FEC, la trajectoire du budget 2025, le projet du budget 2026, la mobilisation des recettes, les réformes structurelles et l'exécution des dépenses sociales. Le FMI a salué la stabilité macroéconomique observée de juin 2024 à septembre 2025 et encouragé une meilleure coordination entre politique budgétaire et monétaire. Le ministre a réaffirmé sous la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'engagement du gouvernement à préserver la stabilité et à protéger le pouvoir d'achat. L'équipe du FMI a annoncé la poursuite des discussions à Kinshasa lors de la prochaine mission d'évaluation. Avec une croissance économique de 6,5% en 2024, supérieure à la moyenne subsaharienne et aux prévisions du FMI, la RDC confirme sa résilience et son potentiel de transformation structurelle. Le ministre entend convertir cette performance en amélioration tangible du bien-être des Congolais à travers une meilleure allocation des ressources publiques et une diplomatie économique plus offensive. Deuxième journée de la semaine du tourisme à Lubumbashi, organisée par le gouvernement national et provincial du tourisme en présence des autorités provinciales. La ministre des tutelles a insisté sur le tourisme comme vecteur du développement, selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Intervenant au premier panel, placé sous le thème « Gouvernance et politique publique du tourisme, stratégie et infrastructures d'attractivité touristique », la ministre provinciale du tourisme du Haut-Katanga, Lorraine Lusamba-Kazadi, a présenté les grandes réformes envisagées en province, dont la promotion de l'écotourisme, la création d'un annuaire répertoriant tous les sites touristiques, la facilitation de la création d'entreprises touristiques par la cellule provinciale du climat des affaires et la formation des guides touristiques pour un encadrement professionnel des visiteurs. Le tourisme est devenu pour nous un moyen d'être un ambassadeur. Comme vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voudrait que le tourisme soit un modèle de développement économique. En effet, lorsque le tourisme est développé dans un pays, ce dernier permet de créer des emplois, il permet de développer et d'impacter l'économie locale. C'est pour cela qu'ici, dans la province du Haut-Katanga, nous avons eu cette stratégie. Je ne sais pas que nombreux d'entre vous peut-être n'ont pas eu l'occasion de circuler dans la province. Dans la province du Haut-Katanga, nous avons plus de 1000 sites touristiques. Et en cela, ces sites on peut les diriger en écotourisme. Ça veut dire que les gens qui viennent dans la province du Haut-Katanga peuvent se rendre dans des sites comme Kyubo. Ce sont des sites tout à fait naturels. On peut dire, si je peux me permettre de dire, à l'état sauvage, rien n'a été changé. L'air y est frais, vous arrivez là-bas, vous vous évadez, vous prenez la voiture, vous êtes à 3h30 de Lubumbashi et vous arrivez dans un endroit où vous êtes totalement dépaysé et la nature vous sourit. Au cours de différents panels modérés tour à tour par les professeurs Delphin Kaimbi et Guy Keba, les ministres provinciaux du tourisme de quelques 13 provinces du pays ont chacun exposer les potentialités touristiques de leurs entités respectives, démontrant la richesse et la diversité du patrimoine congolais. Au Tanganyika, la culture vivrière porte déjà ses fruits acquis dans les territoires de Nyunzu. Les paysans se prennent déjà en charge après avoir suivi des formations chez la FAO et reçu l'accompagnement des partenaires humanitaires pour contourner leurs difficultés quotidiennes. Dans le territoire de Nyunzu, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a fait un travail de titan. Nous sommes au site de Kii,
Ici, la FAO a inculqué à la population locale la culture de la production pour l'autoprise en charge alimentaire et au moment de la récolte, les paysans sont en liesse. Trop merci, elle remercie la FAO parce que la FAO est venue à leur village pour les apprendre cette culture maraîchère. Avant, ils le faisaient à leur façon de faire des choses, mais après le passage de techniciens de FAO, ils les ont appris comment on peut faire les écartements, comment on peut planter des tomates, des choux pour récolter à grande échelle, sans pour autant dépenser beaucoup d'énergie. Et ils sont très contents. Et aujourd'hui, ça commence déjà à produire des fruits parce qu'ils sont en période de récolte. Pour Judisaël Pazou, coordonnateur des opérations de la FAO RDC, c'est un pari gagné pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui tient à lutter contre la malnutrition et la famine. La première souveraineté recueillie, c'est la souveraineté alimentaire. Parce que comme on dit, celui qui vous tient par le ventre, eh bien, il vous tient durablement. Et donc, dans le cadre de la stratégie résiliente de la FAO, nous avons le premier pilier sur lequel nous intervenons, c'est le pilier production, c'est le pilier technique. Et donc, à travers la fourniture de semences de qualité, à travers les formations, à travers le renforcement de capacités, on appuie les producteurs à renforcer les bases de production. À travers ce site, c'est le volet technique, le pilier technique donc de la stratégie de résilience de la FAO qui est promu. L'apport de partenaires humanitaires acquis est considérable, mais les autochtones souhaitent qu'ils soient davantage outillés pour continuer la production de qualité. Et l'archevêque des communautés unies du Réveil s'est adressé principalement à ses pairs de la SENCO et de l'ECC le 14 octobre dernier lors de la présentation du rapport circonstanciel de Dokamba a dit, je cite, « Nous devons avoir de la considération pour les autres ». Il appelle ainsi ses pairs à travailler ensemble pour une paix durable en République démocratique du Congo. Les experts du Conseil interreligieux congolais ont présenté mardi 14 octobre 2025 aux autorités des confessions religieuses, membres de cette structure, leur rapport circonstanciel de ce qui a été fait depuis le mois de juillet dernier. L'activité qui s'est tenue à l'église sacerdoce royale à Limité a réuni notamment des responsables musulmans de l'église Bima, Tata Onda, pour ne citer que ceci. À cette occasion, l'archevêque de Dokamba réagit à certains propos tenus par le cardinal Mbongo et le secrétaire principal du pacte social Didier Mumengi. Il a appelé l'archevêque de Kinshasa à avoir de la considération pour les autres confessions religieuses. Tenant un discours qui limiterait les autres compte à l'enrichissement des idées sera tout simplement paradoxal avec la doctrine même catholique et aussi le visée de cette initiative. Rappelons qu'il avait notamment produit une étude critique du pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble, assortie de quelques recommandations. Plusieurs responsables des organisations de femmes et de jeunes se sont réunis à Bunia du 13 au 15 octobre 2025 pour un atelier de l'élaboration du plan, des plaidoyers et de communication du projet Tufaulu Pamoja phase 2 organisé par Caritas d'Angleterre et du pays de Galles, GAFOD. Ces plaidoyers sont axés sur les problèmes que rencontrent les jeunes et les femmes en Ituri. Pamoja phase 2 a permis aux différentes organisations de jeunes et de femmes de décrypter 3 problématiques majeures auxquelles ils font face. Il s'agit notamment de la participation de femmes et de jeunes dans les mécanismes et initiatives de paix, leur participation dans les coordinations humanitaires, mais aussi en questions politiques. À l'issue de ces assises, les participants s'y sont montrés très engagés à relever les défis. L'importance de cet atelier, c'est juste pour renforcer la capacité d'abord de femmes et de jeunes, des mouvements via les femmes et de l'UDCC, afin que nous puissions devenir capables à mener des plaidoyers auprès des décideurs. L'atelier nous a vraiment capacité par rapport aux mécanismes et tout comme aux moyens que les organisations que nous sommes, et surtout les organisations des jeunes et des femmes, pour arriver à mener des plaidoyers, c'est-à-dire la planification des plaidoyers
et de communication. Pour Messier Fabrice Tubassima, coordonnateur du projet Tufaulu Pamoja en Ituri, après ces travaux de planification, la prochaine étape consistera à mener des plaidoyers à tous les niveaux. Il y a eu des enquêtes qui ont précédé et il y a eu aussi des résultats de ces projets à sa première phase. Les résultats et aussi des difficultés qu'on a retrouvées, que ça restait encore sur le terrain. Il fallait qu'on arrive quand même à trouver solution par rapport à ça. Et la prochaine étape ici consisterait à mener des plaidoyers. Nous allons être en face des décideurs, les gouverneurs, les organisations humanitaires. Nous allons être en face des ministres, nous allons être en face des organisations aussi qui pilotent certaines initiatives liées à la paix. Nous allons être même sur le plan régional pour voir comment les jeunes et les femmes de l'Ituri peuvent contribuer à toutes les initiatives et mécanismes de paix. Financé par l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo, les projets Tufaulu Pamoja visent à contribuer à la participation proactive de femmes et de jeunes aux espaces de prise de décision et au processus de paix en RDC. Dans l'actualité également, Donald Trump relance la tension avec Caracas. Le président américain a reconnu avoir autorisé la CIA à mener des opérations secrètes contre les Venezuela, accusés de favoriser les trafics de drogue et d'envoyer des criminels vers les États-Unis. Une décision explosive qui provoque la colère du régime de Nicolás Maduro et inquiète plusieurs pays d'Amérique latine. Donald Trump frappe encore sur la scène internationale. Le président américain a reconnu avoir autorisé la CIA à mener des opérations secrètes contre le Venezuela. Une annonce choc qui relance les tensions entre Washington et Caracas et fait déjà réagir dans le monde entier. Face à la presse, à la Maison-Blanche, Trump a déclaré qu'il voulait protéger les États-Unis du trafic de drogue et des criminels venus du Venezuela. Selon lui, le gouvernement de Nicolás Maduro aurait libéré des prisonniers et des malades mentaux pour les envoyer vers les États-Unis. La CIA a mon autorisation pour agir et elle agit déjà, a lancé le président sans donner plus de détails sur la nature des opérations. Plusieurs médias américains, dont Reuters et ABC News, affirment que de frappes maritimes ont déjà eu lieu dans la mer des Caraïbes contre des embarcations soupçonnées de transporter de la drogue. Des sources militaires parlent aussi d'opérations de renseignement et de sabotage menés discrètement dans les territoires vénézuéliens. À Caracas, la réponse de Nicolás Maduro ne s'est pas fait attendre. Le président vénézuélien accuse Washington de violer la souveraineté de son pays et de préparer une déstabilisation. Ce que Trump vient d'admettre, c'est un crime international. Le Venezuela ne se laissera pas intimider, a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. Le gouvernement vénézuélien a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies, appelant la communauté internationale à condamner ce qu'il qualifie d'acte d'agression. Plusieurs pays d'Amérique latine, comme le Mexique, le Brésil et le Cuba, ont exprimé leur inquiétude, redoutant un retour des ingérences américaines dans la région. Aux États-Unis, même certains élus du Congrès, y compris républicains, demandent plus de transparence sur le rôle réel de la CIA. Deux voix s'élèvent aussi pour rappeler que toute opération militaire sans mandat international violerait le droit international. En musique, pour terminer, le rappeur français Booba est en garde à vue à Paris depuis le mercredi après une plainte d'une autre star du hip-hop, le chanteur congolais Gims. Une enquête sur le harcèlement est menée par les instances judiciaires. Il est accusé de harcèlement moral et cyberharcèlement et est placé dans les locaux de la brigade des répressions de la délinquance aux personnes. En 2024, Gims et sa compagne d'Edem avaient déposé une plainte contre le rappeur, estimant être victime de harcèlement sur les réseaux sociaux depuis environ 6 ans de la part de celui qui s'est fait appeler le duc de Boulogne. Il dénonçait des attaques en règle. Tu ressembles à une coquette pour chat, aurait ainsi par exemple envoyé Booba à Gims, qualifiant aussi sa compagne de pondeuse. Place au rappel des titres à présent. Encore un nouveau braquage armé à Kinshasa. Agents et clients de la Robank ont été pris en otage à la place Victoire ce jeudi. Des criminels ont tenté de braquer cette agence, mais ils ont échoué à leur mission grâce à une offensive militaire et policière.
La validation de la deuxième revue du programme avec le FMI prévue en novembre 2025 pourrait débloquer 220 millions de dollars d'appui budgétaire en plus du décaissement pour la balance des paiements. Le ministre des Finances Doudou Fouamba est en pleine négociation. Donald Trump, vous avez suivi, relance la tension avec Caracas. Le président américain a reconnu avoir autorisé la CIA à mener des opérations secrètes contre les Venezuela, accusés de favoriser les trafics de drogue. Ne quittez pas vos sièges dans un instant, la revue de presse. Et c'est avec Moïse Chamala qui m'a déjà rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Jenny KMB, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. On revient sur la rentrée judiciaire hier à l'Assemblée nationale. Exactement, Jenny KMB, c'était devant les présidents de la République, les corps diplomatiques et quelques membres du gouvernement que les procureurs généraux près la Cour de cassation Firmin Vondé a plaidé pour une nouvelle infraction, l'enrichissement illicite dans les codes pénals congolais. Les potentiels lancent les balles et rapportent qu'en sa qualité de magistrat suprême, les présidents de la République, Félix Tshisekedi, a assisté hier mercredi 15 octobre au Palais du Peuple à l'audience solennelle marquant la rentrée judiciaire 2025-2026 à la Cour de cassation, une rentrée qui s'est faite sur fond d'implémentation de la justice transitionnelle au pays. Selon ses quotidiens, la cérémonie est donc intervenue dans un contexte où la RDC amorce la mise en œuvre de la justice transitionnelle, pilier essentiel du renforcement de l'État des droits. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement congolais à traduire en action concrète les recommandations du forum. À l'occasion, signale les quotidiens ACP, les procureurs généraux près la Cour de cassation Firmin Vondé Malou a alerté sur d'importants manque à gagner qui est subi l'État en raison des transactions illicites. L'État perd des ressources colossales à cause des transactions irrégulières, des démarches publiques, plutôt des marchés publics biaisés et des opérations financières opaques, a-t-il dénoncé, optant pour une approche, ou plutôt une approche pragmatique, note ses quotidiens. Jenny KMB, cette cérémonie des rentrées judiciaires 2025-2026 tenue à l'Assemblée nationale, comme on dit au Palais du Peuple, et Info 27 écrit, a été marquée par des discours à forte portée institutionnelle où magistrats, avocats et hauts responsables judiciaires ont d'abord ont abordé les grands enjeux de la consolidation de l'état des droits. À cette occasion, souligne ces quotidiens, les bâtonniers nationaux a plaidé pour une réforme de la procédure des prises à partir des magistrats afin de renforcer la moralité dans la magistrature. Pour les dire, ou pour finir avec les journaux écrits, Léon Ndumba Kabeya a insisté sur la place centrale de l'avocat dans la construction d'un état des droits fort et crédible. Ces quotidiens ajoutent que Léon Ndumba fustige également une pratique devenue courante, celle de la sollicitation et de la réception des pots de vin auprès des clients publiquement appelés dans les jargons professionnels moyens de communication entre parties, tout en reconnaissant la délicatesse du travail des défenseurs des droits d'autrui. Les phares pointent les premiers présidents de la Cour de cassation fustigent certains mots qui rongent cette corporation, ces tabloïds, expliquent que la Cour de cassation est l'une des 3 juridictions de l'ordre judiciaire issu du démembrement de la Cour suprême de justice. Les confrères précisent que cette Cour s'occupe de la vérification de la conformité aux règles des droits des arrêts des cours d'appel et certains jugements des premières instances. Voilà, on revient également sur les sondis à Delvaux hier. Les chefs de l'État hier ont dit pour réconforter les victimes, mais ils n'étaient pas seuls. Il y avait également le gouverneur Moïse. Exactement, Jenny KMB. Juste après cette cérémonie de la rentrée judiciaire, les chefs de l'État s'est rendu à Delvaux. Ici, à la une de la prospérité, il est écrit incendie des ateliers des menuiseries de Delvaux. Félix Tshisekedi au chevet des victimes. Jenny KMB, le président de la République, s'est rendu dans les quartiers
Delvaux, dans la commune d'Ingalema à Kinshasa, pour échanger avec les jeunes bénécistes dont les ateliers ont été détruits par un grave incendie les samedis derniers. Et en évaluant les dégâts, les journaux précisent que près de 60 ateliers de menuiserie et 6 maisons d'habitation sont totalement détruits par ces graves incendies qui s'est déclaré dans la nuit du 11 au 12 octobre dernier. L'incendie n'a pas fait des victimes humaines, mais les dégâts collatéraux sont importants. L'effet a emporté les matériels de travail, les intrants et les meubles prêts à la livraison. Mais à ces jours, note les phares Jenny Kaembe, les avis divergent quant à l'origine de ces faits dévastateurs pour les propriétaires d'ateliers. Le fait serait parti d'une résidence voisine accordé au courant électrique avec, ou plutôt avant de se propager sur une partie de leur établissement construit en matériaux de fortune. De leur côté, les résidents du quartier rejettent la faute aux tenanciers des ateliers de menuiserie sur ces champs de ruines. Fait savoir les tabloïds, le président de la République a pris le temps d'échanger avec les représentants des sinistrés avant de soumettre la question à une étude approfondie dans le but d'éviter que pareil sinistre ne se reproduise. Et on termine avec ces sujets, la décision de Donald Trump portant suspension de 4000 fonctionnaires. La justice américaine s'y oppose. Exactement, Jenny Kaembe, il a fallu une marche, mais aussi une revendication du syndicat des agents publics. RFI, ici à sa une, nous décrit en gros, États-Unis, la justice suspend les licenciements de plus de 4000 fonctionnaires ordonnés par Donald Trump. Eh bien, Jenny, c'est plus de 4000 limogeages des fonctionnaires décrétés par les présidents américains Donald Trump ont été stoppés mercredi 15 octobre par une juge fédérale saisie par les syndicats de la fonction publique. Cette magistrate estime que les employés fédéraux mis à la portée pendant les Southdown ont été victimes de décisions politiques et qu'il s'agit d'un processus illégal. Elle rappelle l'administration à l'ordre en lui intimement, j'allais dire, de respecter les lois, la justice américaine. Merci beaucoup Moïse pour toutes ces précisions. Je vous en prie, Jenny Kaembe. À vous, madame, messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd et sur Balamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.